Bonsoir, excellente soirée à toutes et à tous. Bienvenue à vous sur Canal Algérie. Merci d'avoir choisi notre chaîne. On est ravis, comme à chaque fois, de vous retrouver avec l'ensemble de notre équipe. Il faut savoir aussi qu'on est présent sur les différentes plateformes web de l'EPTV, notamment la page officielle de Canal Algérie. Vous pouvez nous laisser un message, un commentaire, réagissez avec nous, ça nous fera plaisir. Et partagez nos liens, ça va nous aider à faire rayonner notre culture. Ce vendredi soir, nous allons parler de cinéma engagé, de ce cinéma au service des causes justes, un cinéma courageux et dénonciateur des maux qui peuvent toucher à notre société. Qui ne connaît pas le film Leïla et les autres de Sidi Ali Mazif, sorti dans les années 70 et qui parle de la condition difficile de la femme algérienne dans le milieu professionnel et parfois même familial. Et puis bien après, dans les années 80, viendra Houria, un film osé du même réalisateur qui parle de violences verbales et même physiques pratiquées sur les femmes, bien sûr dans les milieux, ce qu'on appelle les milieux conservateurs et bien sûr les milieux dont l'intolérance, bien sûr au nom du radicalisme religieux, est là et présente contre les femmes. Puis viendra Le Patio, un autre film des années plus tard qui parle de ces mères célibataires, de la femme célibataire qui vit toute seule. C'est un autre film osé de Sidi Ali Mazif. Vous l'avez compris, c'est la soirée Sidi Ali Mazif. Ce soir sur Canal Algérie, c'est une forme de reconnaissance et de considération à son travail. Mais notre choix ce soir s'est porté sur un autre film, sur un autre registre de ce réalisateur, un film qui parle bien sûr des conditions des travailleurs durant la colonisation de l'Algérie par la France et puis la répression de cette grève entamée par des travailleurs d'une mine du côté de Louanza. C'est un beau film, vous allez voir, avec des comédiens que vous allez certainement reconnaître, qui ont commencé avec Sidi Ali Mazif et ils sont devenus après voilà, de grands comédiens en Algérie. Je demande à notre ami Nabil Telibèche, bien sûr, de nous donner un aperçu de ce qu'on va regarder après le débat et on revient juste après. Marhaba bikoum. Bonjour. Bonjour. Alors, ils ont fini par comprendre? De toute façon, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont qu'à s'adresser à leur syndicat. On parle d'une assemblée générale. Je crois qu'ils vont tenter quelque chose. Je vois mal ce qu'ils pourront faire. Discuter avec le patron, c'est possible. Pour leur intégration. Mais ils doivent obéir. Et si jamais ils font une grève, il y a peut-être d'autres gars qui vont suivre. Rappelle-toi de la grève de 1947. De toute façon, le patron, il ne restera pas avec les bras croisés. C'est moi qui vous le dis. C'est une possibilité. Je ne vous dis pas le contraire, c'est une possibilité. Mais... Merci, mademoiselle. De Carlos et Boulares sont là, mettez rentrer. Bien, monsieur le directeur. Celui-là, c'est Bayou, un communiste qui a participé activement au déclenchement de la grève 1947. Depuis, il s'est un peu essoufflé. Voici dire un élément important. Communiste également? C'est possible. Mais à vrai dire, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un fervent du nationalisme arabo-musulman. Vous avez déjà eu affaire à lui? Assez souvent. Comment vous paraît-il? Têtu, intransigeant, très politisé. C'est un dur. Celui-ci, c'est Youssef. C'est le bras droit d'Idir, il fait partie de la section également. Et on revient sur le plateau de ciné thématique. On était en train de discuter avec mon invité, bien sûr, Sidi Ali Mazif, qui nous a honoré de sa présence sur le plateau, dans les plateaux de ciné thématique et dans les plateaux de l'EPTV, de l'ENTV. Bien sûr, dans ce film, on va retrouver Hassan Benzerari, très jeune, Hassan Kitouni, Bouchrait Ziani, justement disparu, on était en train de parler de lui, Abdelhamid Habbat est aussi qui nous a quittés cette année, Dalila Mouafaq, et puis le scénario a été coécrit avec Abdallah Hamid.
Richard Bruno, aussi un comédien français. L'autre Ibn Dedouche était là quelque part, hein, dans l'équipe technique. Je sais pourquoi je dis ça, on va en rigoler tout à l'heure peut-être avec vous, monsieur Mazif. Et puis la musique est signée par Wahid Omar. Et plein d'autres. Il y avait Rachid Bnallel, on l'a déniché dans le générique de fin de ce film. Bonsoir, monsieur Sidali Mazif, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce modeste espace dédié au cinéma sur Canal Algérie. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de venir, ce n'est pas la première fois. Ouais, c'est la troisième fois, je crois. C'est la troisième fois que je viens présenter un de mes films. Donc je vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur. Et pour, justement, c'est pas évident que la télévision, le cinéma nous honore et présente nos films. Pourquoi c'est pas évident? Je rebondis. Vous me forcez à rebondir sur ce commentaire. C'est pas évident parce qu'actuellement le cinéma algérien est dans une situation lamentable. Vous savez qu'il n'y a plus de salles de cinéma, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de formation pour les jeunes cinéastes, il n'y a plus de spectateurs. Donc le public se rabat sur les cassettes, sur Internet aussi, les streamings voilà. et les différents sites pour le cinéma. Mais le vrai spectacle pour moi, c'est le spectacle qu'on voit dans une salle de cinéma, pour voir un film, pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir respirer avec les autres personnes qui sont là, pour partager les émotions. Et dialoguer autour du 7e art. Exactement. Donc, la situation n'est pas très agréable, il faut bien le dire. Oui, il ne faut pas avoir peur de dire les vérités parfois, parce qu'en faisant le constat, parfois quand ça ne marche pas, c'est une manière de trouver une solution. C'est néanmoins une manière d'avancer dans les solutions et pour trouver des solutions pour le 7e art. Quand j'ai lu votre biographie, franchement, je me suis un petit peu perdu, parce que non seulement elle est prolifique, elle est riche, elle est intense et intéressante. C'est-à-dire que vous êtes, dès le départ, dans un cinéma engagé. D'abord avec des films sur la Révolution, avec des amis, Lascré notamment, avec plein de réalisateurs. Et puis, vous partez vers un autre registre, c'est celui de la femme, la défense des droits des femmes, et c'est votre thématique préférée, on va dire. Vous continuez même jusqu'en 2016-17 avec le Patio, vous ramenez des femmes et vous posez sur la table ces sujets relatifs à l'intolérance, au nom, comme je disais tout à l'heure dans mon introduction, au nom du radicalisme religieux, parfois même au nom de la religion, hein, alors que la religion est totalement contraire à ce que prêchent ces gens-là, c'est-à-dire notre religion, c'est la religion de la tolérance, de la compréhension, de l'égalité entre la femme et l'homme. Il y a un point cardinal dans ce que je vais dire, parce que l'Algérie, en 1964, une belle volonté d'ouvrir un institut. Et cet institut-là a permis à des réalisateurs comme vous, comme Merzak Aloueche, de pratiquer un cinéma purement algérien. Et aujourd'hui, on regarde dans le paysage culturel algérien, on ne trouve pas d'école pour le cinéma, ni institut. Est-ce que c'est un peu le fait qu'on ait délaissé la formation académique, c'est-à-dire tout ce qui est technique, tout ce qui est coaching, tout ce qui est réellement dans la pratique du cinéma, et on est parti vers l'amateurisme qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie n'a plus de films comme avant. C'est-à-dire que ça s'est arrêté à Leïla et les autres, ça s'est arrêté peut-être à Omar Guetletou, ça s'est arrêté à Bab Loued City, ça s'est arrêté à Chronique des années de Brest, Rouichet, etc. Désolé pour la lenteur et la longueur, parce que je veux mettre réellement le téléspectateur dans ce débat qui nous passionne, tous d'ailleurs. Et après l'indépendance, les autorités avaient décidé de créer le Centre national du cinéma. Ce centre avait pour vocation donc la défense du cinéma algérien, mais aussi de former les futurs cinéastes qui allaient justement développer le secteur. C'est pour cela qu'on a créé l'Institut national du cinéma algérien, où il y avait environ 120 étudiants. Déjà. Sur les 120 étudiants,
il n'en est resté qu'une dizaine. Vous avez cité Alouache, il y a aussi Lamine Merbah, il y a Iftissan, Mohamed, il y a Ben Allal, il y a Laradji. Bon. Donc il y a eu beaucoup de pertes. Et cette expérience, malheureusement, qui a duré que 2 ans, puisque la formation a duré 2 ans, et les étudiants ont été ventilés à travers d'autres instituts à travers le monde, c'est-à-dire en Allemagne, en Belgique, en France, en Russie, non, en Belgique, pas en Belgique, non, en Pologne. Je pensais peut-être à... En Allemagne, il y avait la RDA, oui. Il y avait la France. Ouais, je pensais à Belkacem Hadjadj, non, il n'était pas. Non, il n'était pas avec nous. Non, non. Il y avait donc des étudiants qui sont partis en France et d'autres en Allemagne et d'autres en Pologne. Oui. Uniquement. Après leur formation, ils sont revenus. Enfin, quelques-uns sont revenus, d'autres sont restés en France, ils ne sont pas revenus du tout. Ouais. Et je dirais que les cinéastes qui ont été formés à cette époque, dans les années 60-70, ont eu beaucoup de difficultés pour démarrer leur carrière. Parce que les responsables de l'époque leur mettaient des freins, ne voulaient pas financer leur production parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Ils estimaient que le cinéma revenait beaucoup trop cher et qu'ils ne allaient pas donner de l'argent à des jeunes sans expérience. C'est pour cela que les 7 cinéastes en colère, qui ont fait une pétition dans les journaux de l'époque, qui ont fait des lettres aux autorités, au ministère de la Culture, pour protester. Et pour sauver le 7e art? Non, parce qu'on n'avait rien fait jusqu'à présent. On avait fini nos études et on était bloqués parce que ces responsables, qui étaient aussi des cinéastes, voulaient accaparer tous les moyens cinématographiques pour leurs propres besoins. Et mettaient de côté les dizaines de cinéastes formés dans les instituts en Algérie ou à l'étranger, et on ne leur donnait pas leur chance de prouver leur talent. Donc, après moult protestations, les autorités ont décidé enfin de nous donner l'occasion de travailler. Et c'est ainsi que j'ai commencé le premier à donner l'exemple, avec Sueur Noire, mais avec des conditions. Alors les conditions lesquelles... On est en 1972, hein, pour un peu situer le temps. Absolument. Donc à l'époque, on avait exigé de ma part de faire le film en 16 mm inversible. C'est-à-dire avec une pellicule qu'on utilisait pour les actualités. Et le petit reportage, le reportage rapide. Mais pas pour le cinéma. Le cinéma exigeait le 35 mm, mais le 35 mm demandait à être traité dans des laboratoires étrangers en France. Les autorités ne voulaient pas, justement, dépenser de l'argent. Encore une fois, c'est investir dans cette production. Concernant le procédé technique. Donc, au départ, j'ai refusé. J'ai dit, c'est pas normal qu'on me donne des moyens techniques inappropriés, dérisoires, en plus avec un budget... aussi dérisoire que les moyens. Voilà. Mais les camarades qui étaient derrière m'ont sollicité pour accepter. Et pour leur faire plaisir, j'ai accepté de faire le film en 16 mm. C'était Sueur Noire. Et même comme cela, j'ai pu, heureusement, bénéficier de l'aide des techniciens et des acteurs qui étaient presque bénévoles, plus les responsables de l'Ouanza, le directeur que je salue entre parenthèses, de la Sonarem, qui m'ont mis à ma disposition les logements et les restaurants pour l'équipe technique et artistique. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire... Avant de parler de Sueur Noire, d'ailleurs on est en train de voir ces images qui défilent... C'est Hasni Kitouni qui est écrivain maintenant et professeur à l'université de Constantine. Oui, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup d'ailleurs, qui est très réactif. Et c'est un hommage peut-être aussi pour lui ce soir. Pour Hasni Kitouni, qui avait à l'époque 17 ou 18 ans, il était très jeune. Ouais, franchement, c'est touchant de le voir comme ça parce que je fais peut-être mon mea culpa, je ne savais pas, franchement, je n'arrivais pas à le reconnaître quand j'ai visionné au départ cette cassette parce qu'elle est sur un support IMX, comme on dit dans le milieu professionnel. Et voilà, et on retrouve un ami de Constantine. Vous posez une question intéressante à mon avis, c'est-à-dire qu'on se la pose tous en ce moment, et peut-être encore plus en ce moment, en se disant pourquoi, à l'époque, vous parlez
de manque de moyens, de manque d'argent, de financement, etc. Mais en même temps ou en parallèle, en face, quand on produisait des films, mémorables, des films qui ont une... voilà, qui ont une histoire, qui sont bien construits, qui sont bien faits, qui restent dans les annales et qui restent d'ailleurs jusqu'à la fin des temps dans les annales du cinéma algérien et parfois même mondial, hein, parce que c'est des films qui ont été primés dans différents événements cinématographiques ou festivals. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on octroie beaucoup d'argent au cinéma. Hein, c'est-à-dire quand on regarde ce que donne le ministère à des producteurs pour faire des films, on leur donne beaucoup, beaucoup d'argent et on paye les comédiens avec beaucoup d'argent. Mais au final, on n'a pas, je ne suis pas en train du tout de casser du sucre sur la nouvelle génération ou les nouveaux cinéastes, mais on sent qu'il n'y a pas ce courant magique qui était établi entre vous et le spectateur, entre vous et même le téléspectateur, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est détaché de ces films algériens qu'on ne voit ni dans les salles de cinéma, et pire encore, on ne les voit pas à la télé parce que la télé, aujourd'hui, a du mal aussi à les diffuser parce qu'on passe par par des chemins un peu difficiles pour avoir les droits de diffusion. Non, c'est vrai. Mais je crois que les difficultés, ça stimule la création. Parce que malgré les difficultés que nous avons eues, que nous avons traversées, il y avait une volonté, il y avait un amour du métier, et puis il y avait aussi un entourage qui permettait justement de faire un travail intéressant. Parce que quand je parlais des techniciens, les techniciens, ils étaient volontaires. Ils étaient payés des miettes. Les acteurs de l'époque, comme Benzerrari, Habbaté, tout ça, ils avaient aussi des miettes. Et il y avait même des acteurs qui n'étaient pas payés du tout, mais qui avaient cette volonté, cet amour pour le cinéma, et qui faisaient aussi confiance au réalisateur et au scénario, parce que je faisais lire le scénario avant tous les tournages que j'ai effectués. Et quand les gens sont intéressés par le sujet et par le travail qui allait être fait, il y avait donc cette volonté, cet amour qui donnait des résultats. À l'époque, Sur Noir en 72, après Les Nomades 75, qui est un film aussi intéressant et qu'on doit passer dans Ciné Thématique, ça joue le promet avec le grand Hassan El-Hassani. D'ailleurs, on devait en parler parce que c'est le mois de septembre, c'est l'anniversaire de sa disparition. Il est parti en 85, si je ne me trompe pas, ou en 84. Il nous a quittés très très tôt, Hassan El-Hassani. Et puis, J'existe, qui est un documentaire. 82, Houria en 86, La cause des femmes, bien sûr, Leïla et les autres, hein, 75. Là, il y a une sorte de... J'allais dire, voilà, on est bien porté sur une belle vague de production. C'est-à-dire, quand on est réalisateur, chaque année on a une production, on est dans son travail, on est dans sa passion, on est dans la profession, on est prolifique, on génère des idées parce que, voilà, on est tous les jours dans le métier, on écoute, on lit, on fait des efforts. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous n'avez pas été derrière un viseur d'une caméra? Ça fait 5 ans. Un homme comme vous, c'est-à-dire que en principe, on devrait... J'aime pas trop le mot parce qu'il est un peu agressif, qu'on devrait presser comme un citron, parce que c'est comme ça, les intellectuels, on n'en a pas beaucoup dans une nation. Et les passionnés et les gens qui ont du talent. Vous, Merzaq Alouesh, on parlait dernièrement du départ... très très prématuré d'Ahmedine Merdassi, de plein de personnalités comme ça qui sont une valeur ajoutée à un pays comme l'Algérie. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait de ne pas pouvoir pratiquer votre métier, voilà, quotidiennement ou plutôt régulièrement, pour être dans l'exactitude? Écoutez, le dernier film que j'ai fait, c'est Le Patio, qui est sorti en 2015. Oui. Mais là, on est en 2020. On est en 2020, donc ça fait 5 ans. Bah oui. Mais à l'époque, j'avais profité de l'opportunité. Parce qu'il y avait un événement. Constantine, capitale de la culture arabe. S'il n'y avait pas ça, peut-être que vous n'auriez pas fait de film. Il n'y aurait pas de financement. Voilà. Donc, depuis 5 ans, je
je n'écris pas de scénario, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours écrit mes scénarios. Mais l'absence de financement d'une part, l'absence de perspective de projeter ces films, puisqu'il n'y a plus de salles de cinéma, m'empêche de travailler, d'une part. D'autre part, on ne me sollicite pas. Parce que la télévision, par exemple, pourrait très bien faire appel à moi pour des feuilletons ou des films. Ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il faut un peu se rapprocher aussi. Il y a de la réticence parfois de la part de certains responsables parce qu'ils se disent... Parce qu'il faut le dire franchement, il y a une bonne volonté, sans aucune démagogie, parce que je pense que ceux qui travaillent ici à la télé ont une ambition de faire une belle image, de donner de l'émotion aux téléspectateurs. On veut revenir vers ces moments-là. Avant d'être sur le plateau, on était dans les coulisses en train de parler de la magie de la télé et de ces dramatiques qui se faisaient dans les studios 1 et 2. C'est-à-dire on était en train de fabriquer des dramatiques en direct avec Mustafa Bedé, avec plein de personnes, avec Gribi, avec... plein de personnes. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme quelque chose qui a été sclérosé, quelque chose qui a été figé. Est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui utile de faire bouger quelque chose? C'est-à-dire vous réunir avec, par exemple, Lamine Merbeh, vous appeler peut-être, je ne sais pas, l'Akhtar Hamina, et constituer un groupe comme ça qui pourrait aider l'Algérie à revenir, avec bien sûr les nouvelles générations, à revenir en force vers le cinéma, le spectacle, la télévision et tout. Il faut dire que j'ai derrière moi 50 ans de carrière. Vous pensez bien qu'après 50 ans de carrière, je ne vais pas encore quémander quelque chose auprès des responsables. C'est clair. Je suis connu, oui. J'ai les films qui sont sortis, qui ont eu des prix dans les festivals internationaux. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui débute dans le métier et qui demande de l'aide. Oui, c'est pas ce que je voulais dire en tout cas. Oui, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Hein. Je n'ai pas à solliciter les responsables. Les responsables me connaissent depuis 50 ans et j'ai en plus eu des postes de responsabilité. J'ai été directeur de production, j'ai été producteur exécutif de 25 films de long métrage. Oui. J'ai produit 200 émissions enfantines qui s'appellent Ça à la main là. Oui. Donc, le passé ou ma carrière témoigne de mon travail. Oui, donc, vrai. Je n'ai pas à solliciter quoi que ce soit. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier que les tentatives de nous organiser ont eu lieu depuis les années 70. Moi-même, j'étais responsable de l'Union des arts audiovisuels. J'étais le premier secrétaire général de l'Union des arts audiovisuels qui ramassait tous les cinéastes de l'Algérie. Et ça a duré 2 ans. Nous avons fait du travail. Nous avons fait des projections, par exemple, dans les ciné-clubs, à la Cinémathèque. Nous avons organisé les fameux bus pour la révolution agraire. C'est vrai, oui. Les cinépop et tout ça. Les cinépop, c'était avant. C'était avant, c'était avec René Vautier, je pense. Voilà, c'était juste après l'indépendance. Mais on a participé au cinépop. C'était la même démarche. On a participé au cinépop, surtout, on a travaillé beaucoup avec les ciné-clubs. Mais il y avait encore une fois cette volonté et cet amour de faire partager notre passion. Vous étiez dévoué, tout simplement. D'ailleurs, les ciné-clubs, c'est par Alger. C'était aussi Constantine, Sidi Bel Abbas, La Roite, etc. Donc on sillonnait l'Algérie avec nos films. Moi-même, je prenais un film, ça pèse 45-50 kilos. Je prenais les bobines et je les emmenais avec moi pour les projeter quelque part. Chose que je ne peux plus faire maintenant. Vous voyez ? Donc il y avait cet amour qui n'existe plus. Avant de débuter cette émission, je voulais vous poser une question très... que le temps nous a imposée. C'est normal. Je voulais vous faire réagir par rapport à cette période du coronavirus, comment vous avez passé les 6 derniers mois, est-ce que vous avez travaillé sur quelque chose ou pas, qu'est-ce que ça a été pour vous, justement, cette période qui nous a franchement tous marqués, j'imagine. Et je fais le parallèle avec un de vos films d'ailleurs qui parle de paludisme en Algérie. C'est
épidémie qui a touché l'Algérie, et vous lui avez consacré un film d'ailleurs. Et parlez-nous de cette période-là et quelles sont les similitudes des deux périodes. Je veux dire, est-ce qu'à l'époque il y avait autant de de psychose autour d'un virus qui circule, etc., et que les gens se sentent enfermés chez eux? Non, c'est vrai que dans les années 60, 70, il y avait une épidémie de paludisme. Oui. Et le ministère de la Santé de l'époque m'avait sollicité, alors que j'étais jeune cinéaste inconnu, pour faire un film, un court-métrage sur le paludisme, chose que j'ai acceptée de bonne grâce. Mais j'ai eu l'aide du CNC pour faire ce film, avec pas du tout de moyens. Donc encore une fois, c'est grâce à l'aide des techniciens du ministère de la Santé qu'on a pu faire ce film, qui est passé d'ailleurs à la télévision algérienne, et qui a eu un bon impact, parce que les gens ne savaient pas qu'est-ce que c'était cette maladie, quel était le vecteur qui propageait cette maladie, etc. Oui. Donc c'était un film pédagogique, oui. Ouais. Et qui a eu un impact. Et tout à l'heure, j'ai entendu dire par un de vos techniciens, est-ce que le paludisme existe toujours en Algérie? Eh bien oui, le paludisme n'a pas été éradiqué d'une façon totale et définitive. Ouais. Il y a encore des foyers vers l'Est algérien. Parce qu'il faut savoir qu'il est transporté par le moustique. Le vecteur, c'est le moustique. Est-ce que ça a duré? Ça a pris, ça a pris combien de temps, le paludisme? Ça a pris 50 ans. Non, mais la crise, je veux dire, réelle, quand vraiment tout le monde a commencé à paniquer et tout. Non, les gens n'ont pas paniqué. Pas comme cette fois. Non, pas comme cette fois. C'était pas une épidémie très grave, parce qu'elle était dans certaines régions. Ouais, donc elle n'était pas généralisée. C'était pas généralisé sur tout le territoire. Oui. Mais cette maladie existait. Ce qui s'est passé en 2020 reste pour vous un événement inédit? Ah là, ça c'est une pandémie, c'est autre chose. Oui, mais ça, pour vous c'est inédit. Ah, c'est inédit d'une part parce qu'on n'a pas su savoir d'où arrivait le coronavirus. Le virus. On n'a pas trouvé de vaccin. On n'a pas trouvé des moyens de le combattre. Donc c'est un ennemi invisible, inodore et inconnu. Oui. Et qui affecte le monde entier, parce qu'il n'y a pas que l'Algérie, il y a le monde entier qui est touché. Aujourd'hui, bien sûr, le projet de la nouvelle constitution, on en parle beaucoup, et le sujet de la femme est souligné avec un feutre gras, j'allais dire, avec une ligne très claire. Et il y a cette volonté, bien sûr, des responsables et des pouvoirs publics et du politique aussi, à éradiquer définitivement ces problèmes liés à la tolérance, justement, et à la maltraitance des femmes, que ce soit dans la rue, dans les milieux professionnels. Il ne faut pas avoir honte de le dire, hein. Il y a des femmes qui se font violer dans leur travail, et puis même parfois pour avoir accès à un boulot, il faut passer par d'autres voies, et les femmes sont généralement obligées d'être dans des situations très très difficiles, et elles n'en parlent pas parce que la société n'est pas tolérante. Et puis on parle de cette violence physique faite aux femmes, on parle de ces crimes commis contre des femmes. Dernièrement, pendant le confinement, il y a eu un chiffre qui a été communiqué par la DGSN, qui est un chiffre, à mon sens, inquiétant. Il y a eu plus d'une dizaine de femmes assassinées par leur conjoint ou par leur ex. Au sein de la maison familiale. Et ma question, c'est que vous qui avez travaillé sur ce sujet-là depuis des années 70, ceux qui sont nés dans les années 70, aujourd'hui ils ont 50 ans. Hein, donc, est-ce que selon vous, ça a évolué? Est-ce que selon vous, la société algérienne a, bien évidemment, et la femme algérienne, la condition de la femme a évolué aujourd'hui? Bon, de toute façon, j'ai déjà traité la violence contre les femmes dans un film qui fait 45 minutes et qui parle justement des assassinats de femmes, des violences dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, etc. Oui. Bon, je dirais que
il faudrait, pour faire avancer la société, il faudrait déjà traiter et abolir le code de la famille. Si jamais on ne touche pas au code de la famille, bien sûr, en 84, il y a eu quelques petites réformettes qui ont eu lieu, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous, on assiste encore aujourd'hui à la polygamie, par exemple, au traitement qui n'est pas égal, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, le problème de l'héritage qui est encore pendant, puisque la femme n'hérite pas la même chose que l'homme, la violence qui est érigée en système, je dirais, soit dans la famille, soit dans le milieu professionnel. Même dans la rue, hein, les femmes dans la rue, dans l'espace public d'une façon générale, parce qu'on estime que la place de la femme est à la maison. Elle ne doit pas dépasser sortir, ni travailler. Voilà. La frontière, c'est réservé aux hommes. De l'autre côté, c'est les hommes. C'est les hommes qui doivent travailler, etc. D'ailleurs, vous avez entendu parler de ces femmes qui ont été agressées à Hassim Saoud. Ah bah oui. Et lorsque j'ai fait une enquête sur ce sujet, j'ai appris que les gens qui avaient agressé ces femmes leur reprochaient de travailler dans les trucs pétroliers. Dans les champs pétroliers. Alors que ces femmes-là étaient des femmes de ménage. Elles n'avaient pas droit d'accès aux champs pétroliers. Donc c'était un faux prétexte. C'était uniquement une agression gratuite contre des femmes qui essayaient de gagner leur pain. Quand bien même, voilà, elle est justifiée, on ne justifie pas une agression, ce que je veux dire. Quand bien même, hein, on n'agresse pas les gens, on ne violente pas ni la femme ni l'homme. Et d'ailleurs, les femmes, pourquoi? Parce que réellement, c'est vrai, le test a été fait plusieurs fois. On voit comment les filles et les femmes sont traitées. Il ne faut pas voir Alger, mais il faut voir aussi à l'intérieur du pays où des femmes ne sortent pas au-delà de, je sais pas, de 15 heures ou de 16 heures, ou quand elles doivent sortir, elles doivent presque se justifier ou ramener un justificatif. J'exagère pas. Il faut signaler un paradoxe. Et c'est peut-être le moment d'aller vers ces réformes que nous voulons porter. C'est le code de la famille qu'il faut changer absolument. Et aller vers des solutions pour justement voilà, régler ces problèmes. Rapidement, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps finalement, parce que le débat avec vous, c'est un débat passionnant et très intéressant, et je vous promets que, bien sûr, dans Ciné Thématique, vous serez toujours le bienvenu. Il y a d'autres films à montrer de vous. On a intitulé l'émission Sida Ali Mazif 50 ans ou 50 années de service fait au cinéma, ou au service du cinéma engagé en Algérie. C'était une manière pour nous de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le cinéma algérien, pour nous. Si on devait parler 5-10 minutes, même pas, allez, 7 minutes sur Sueur Noire. Moi, franchement, je vais le dire en toute clarté et franchise. Je vous ai parlé au téléphone pour partir sur Nomade. Hein, on voulait les nomades, Mohamed Chouir, voilà, Hassan El-Hassani. J'étais un peu rassuré par ses valeurs. Je me suis dit, ouais, on va passer ce film. Et on a parlé de Sueur Noire comme ça, et je suis parti vers Sueur Noire. Et je trouve que la musique, elle est magnifique, elle m'a captivé. Le film est bien fait, il est maîtrisé techniquement. Les personnages sont attachants, l'histoire, elle est profonde et intense. En 5 minutes, comment est venue cette idée de partir à Luanza, justement, du côté de Tbissa, aux frontières, parler de ces mines, de ces travailleurs pendant la colonisation, monsieur Sida Ali Mazif? Au départ, il y avait une ébauche de scénario qui a été écrit par Abdallah Hamid, qui était un camarade de classe, puisqu'il était aussi à l'Institut. D'accord. Il m'avait fait lire cette ébauche, que j'ai trouvée intéressante, mais j'ai dit, il faut faire une enquête sur place, parce que peut-être que les choses ont évolué, ont changé. Donc je suis allé à Luanza et j'ai consulté les archives, parce qu'il y avait des archives qui dataient de l'époque coloniale. Oui. Et c'est ainsi que j'ai appris qu'il y avait une grève en 1947 qui a été réprimée violemment, comme je le montre dans le film. D'ailleurs, tout ce que montre le film,
c'est exactement ce qui s'était passé On dans se les disait années avec Nabil Telibech, 47-50. on se disait quelque chose d'important. Quand on regarde sur noir, on a l'impression de visionner une pièce d'archive complètement. Exact, On est dans le ouais. documentaire, on n'est pas dans le film. Absolument, parce que le film est basé sur l'histoire authentique de ces ouvriers. Parce qu'il faut dire qu'à Luanza, c'est assez curieux, le village est divisé en deux. Il y a le village français, qui est réservé aux ingénieurs et au personnel français, et le village arabe, algérien, qui était constitué par des bidonvilles. Et au milieu, il y avait le chemin de fer, la voie de chemin de fer, qui était la frontière entre les deux mondes. Qui séparait les deux mondes. Qui séparait les deux mondes. Et c'était assez extraordinaire. Et c'est peut-être le seul film qui parlait de la condition ouvrière pendant la guerre de libération, et même après, parce que jusqu'à présent, aucun film, aucun traité ne parle des ouvriers en Algérie et de leur participation. Surtout de ces travailleurs dans les milieux difficiles. Comment ces travailleurs ont participé à la guerre de libération. Ces travailleurs sont issus de la paysannerie, parce que c'est des anciens paysans qui ont été dépossédés et qui n'ont pas trouvé d'autres moyens de vivre que d'aller travailler dans les mines, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec le travail des mines. Donc c'est des mineurs anciens paysans. On va découvrir ça dans votre film. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique et d'avoir pu partager avec nous ces instants autour du 7e art du cinéma et d'évoquer ces personnes, ces comédiens volontaires, et nos salutations à Hosni, bien sûr, Kitouni, à Hassan Benzerari, à tout ce beau monde qui vous a tout simplement soutenu. Restez comme ça et faites surtout des films et vous êtes le bienvenu sur le plateau de Canal de Ciné Thématique. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Mazif. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Ciné Thématique. Je remercie Nabil Telibech de nous avoir réalisé cette émission, comme à chaque fois. Radia au Scriptana, et puis exceptionnellement au Studio 2 cette fois, avec une équipe sympathique qui a joué le jeu avec nous et qui nous a soutenus ce vendredi soir. Au revoir, merci, ciao ciao.